جمال مرحبا بيك. عايشة ابتداء على بريس. عايشة هي لا بريس الجرايد الورقية الكل. Le 22 mars, vous appeliez les autorités à prendre des mesures coercitives contre toute personne enfreignant les mesures de couvre-feu et de confinement. Que la LDH, que la Ligue des droits de l'homme, incite l'État, qui n'a jusqu'ici pas changé ses outils sécuritaires et policiers, qu'elle incite l'État à punir sévèrement les citoyens. N'est-ce pas là une sorte de contradiction entre les valeurs de la Ligue? En fonction de la maladie. C'était au début de la maladie, on ne sait pas trop, on ne sait pas l'évolution de la maladie. Il fallait respecter réellement tout ce qui est distanciation sociale, tout ce qui est éviction des contacts et tout ça. À la Ligue aussi, nous avons eu peur. C'est pour ça que nous avons appelé les citoyens à respecter les mesures préventives et aussi à faire respecter les mesures préventives. Nous n'avons pas appelé à punir, mais nous avons appelé à faire respecter les mesures et trouver les conditions nécessaires pour faire garantir. Et si jamais les mots sont précis dans le communiqué, donc vous appelez les autorités à prendre des mesures coercitives. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que 2 jours après, vous changez de ton et vous dénoncez les agressions policières contre les citoyens qui ont enfreint le confinement et le couvre-feu. C'est les mots, c'est les mesures coercitives. Les autorités à prendre des mesures coercitives. En fait, la Ligue est la plus ancienne des organisations des droits de l'homme en Tunisie et aussi dans le monde arabe. Et on a toujours été dans une position critique vis-à-vis les pratiques de l'État, surtout les pratiques sécuritaires. Et donc nous sommes un contre-pouvoir vigilant quant au dépassement des règles, sécuritaires. Et quelles sont ces règles sécuritaires qui ont été dépassées selon vous? En fait, au début, justement, juste après le premier communiqué, il y a eu un deuxième communiqué, là où nous avons eu énormément de plaintes. Il y a eu même des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des agents de la sécurité qui agressent des personnes, que ce soit par des gifles ou par des coups de... Depuis, ça a été diffusé dans les réseaux sociaux, vous avez des bavures, des dépassements. On ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est la charge de travail, peut-être la charge psychologique aussi. Les femmes ont subi beaucoup de violences pendant le confinement. Pourtant, nous avons une loi qui les protège, de la violence. Et nous avons un dispositif qui commence à être mis en place. Il n'a pas été totalement mis en place. Comment expliquez-vous que ce dispositif n'ait pas été efficace, n'a pas été du tout fonctionnel, n'a pas fonctionné pendant cette période? En fait, il y a 2 choses. Tout d'abord, avec le confinement, le nombre de femmes qui peuvent porter plainte, qui peuvent contacter les organisations responsables de la situation des femmes a diminué beaucoup. La même chose pour les enfants. Nous avons énormément d'agressions des enfants, mais le fait de porter plainte ou d'être au courant de ces agressions, c'est difficile dans les maisons, parce qu'il y a le confinement. Deuxièmement, les équipes spécialisées de la loi 57 de 2017 pour les agressions contre les femmes n'ont pas été rodées, enfin, ils n'ont pas été réactives. Beaucoup de femmes ont été dans les postes de police, mais en attendant, c'est la période de confinement. Confinement avec des conditions peut-être de vie qui ne sont pas vraiment... qui sont difficiles, il n'y a pas de confort, il n'y a pas assez d'espace, il y a les enfants, il y a aussi les personnes avec des caractères différents. C'est pendant ces jours-là qu'on découvre les vrais caractères. Donc ça a provoqué une ascension vertigineuse du nombre des agressions contre les femmes. J'espère que maintenant, nous à la Ligue, nous sommes occupés de quelques cas qui nous sont parvenus, que ce soit des femmes tunisiennes, que ce soit des femmes
migrantes, parce que le sujet des migrants et des collectivités, des minorités sociales, nous sommes occupés. La défense des droits des personnes LGBTQI fait partie aussi de vos prérogatives. Oui. Nous sommes, en fait, la Ligue est un membre important d'un collectif de la société civile qui s'occupe des libertés individuelles. Parmi les libertés individuelles, il y a ces personnes-là, cette minorité-là, qui, dont les droits sont bafoués, qui sont agressés souvent, que ce soit par des citoyens, que ce soit par les agents de police, et on interpelle. Nous avons rédigé beaucoup de rapports qui demandent effectivement l'ouverture d'enquêtes d'agression contre ces personnes-là. Nous avons reçu beaucoup de personnes LGBTQ qui ont été agressées pour intervenir, pour résoudre certaines situations. Moi, je suis ouvert à toute liberté publique et individuelle. Mais c'est un changement dans la vision de la Ligue. Jusqu'à la veille de la Révolution, elle s'était spécialisée dans les libertés publiques. Et là, il y a un changement dans son identité. Oui, absolument, parce que la situation a changé aussi. Avant 2011, c'était les agressions publiques. Les agressions contre la liberté d'expression, c'était pratiquement d'une façon continue. Les agressions du parti politique, les agressions contre les opposants politiques prennent plusieurs formes. Et ça s'imposait. Donc les libertés publiques s'imposaient à ce moment-là. Après 2011, avec heureusement l'aboutissement d'une certaine liberté dans le pays, d'une certaine démocratie, il y a l'émergence des besoins des minorités. Exactement. Justement, en enchaînant sur cette question-là, après la Révolution, il y a eu la naissance de plein d'organisations qui sont aussi dédiées aux droits de l'homme, peut-être un peu plus spécialisées que la Ligue. Comment vous vous situez, vous, dans cette panoplie d'ONG qui travaillent sur les droits de l'homme? Quelle est votre spécificité? Quelle est votre identité aujourd'hui par rapport à ce paysage associatif? Après 2011, effectivement. Avant 2011 et après 2011. Avant 2011, la Ligue était avec 4 ou 5 associations indépendantes réellement. Et on a subi pendant notre histoire des agressions, des pressions énormes politiques qui allaient même, pendant les années 90, dissoudre l'histoire, dissoudre la Ligue. Parce qu'elle n'est pas dans la ligne des 18 000 ou 19 000 associations en Tunisie. Donc nous étions 4 ou 5 associations réellement indépendantes. Et nous étions une organisation de défense des droits en général, tous les droits. Mais jusqu'à maintenant, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme en général. Peut-être on va l'appeler droits humains par la suite. Les droits pour ne pas être sexistes. Mais après 2011, il y a eu l'émergence de dizaines, voire des centaines d'associations qui s'occupent spécialement de certains points des droits et qui se spécialisent. Il y a l'émergence de plusieurs associations spécialisées dans la question des élections. Et bien entendu, les associations spécialisées pour avoir une formation assez lourde et aussi donc des projets spécifiques pour les élections. Les autres choses, les autres domaines de droit aussi. Donc après 2011, nous sommes trouvés avec une panoplie d'organisations nationales. Il y a aussi l'ouverture de la Tunisie aux organisations internationales qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme. Que ce soit la liberté de la presse, que ce soit la liberté d'advocatie, que ce soit la lutte contre la torture pour les femmes. Donc énormément et qui renforce le paysage associatif de la société civile. Et ça renforce. Donc la Ligue reste une organisation générale qui a sa notoriété. Ses militants sont des volontaires, nous n'avons pas
Moi, mais n'est-il pas temps, si jamais, pour professionnaliser la Ligue, pour passer à un autre niveau, parce que les organisations dont vous parlez, celles qui sont spécialisées dans les élections par exemple, ou les organisations internationales comme l'OMCT, comme le Human Rights Watch par exemple, ce sont des organisations professionnelles. Oui, oui. J'ai parlé de renforcement des capacités des militants. Mais est-ce que ça suffit? Je crois qu'on va continuer dans le domaine. Nous avons formé 260 militants de la Ligue en matière des droits de l'enfant. L'enfant constitue le tiers de la population, il a été négligé par la Ligue. Donc nous avons ouvert cette porte pour plonger réellement et aussi agir et réfléchir sur la protection des droits de l'enfant, en créant des coordinations régionales, en formant nos militants, les militants des autres organisations dans la matière, et aussi les prochains jours vont voir la diffusion d'un guide. Ça va être le NIC, un guide énorme pour monitorer et intervenir en cas d'agression, en cas de violation des droits de l'enfant. Ça, c'est très important, d'avoir un groupe de la Ligue qui se spécialise dans ce domaine.